projet de recherche. Donc jusque-là, vous avez vu énormément de choses, vous avez, appris pas mal de choses, on a eu la chance d'avoir pas mal d'experts qui nous ont présenté donc la transition académique entrepreneuriale, comment on va vers l'entrepreneuriat, comment, aussi, donc là, il y a eu l'importance de l'entrepreneuriat avec les tables rondes, les systèmes, donc l'écosystème entrepreneurial, la problématique, la solution, le marché de la concurrence, la spin-off, la propriété intellectuelle. Aussi, on a parlé de l'aspect juridique et du transfert technologique, du business model, de la concurrence, du product market fit, du financement, de la stratégie. Et après moi, il y aura la formation aussi des soft skills et comment présenter. Donc, vous voyez, on a balayé tous ces aspects-là. Mais là, ce matin, avec cette formation, on va revenir un pas en arrière pour, avec toutes ces notions qu'on a appris, nous sommes au sein d'un centre de recherche, d'un laboratoire, donc, afin de préparer notre thèse de doctorat. Mais en même temps, on doit intégrer toutes ces notions-là pour avoir cette double compétence, travailler sur son projet donc, de thèse, tout en se préparant à une transition et valoriser ces travaux-là. Donc là, on va commencer par l'introduction à cette double approche recherche et entrepreneuriat. Maintenant, je vous demande de revenir en arrière avec toutes les notions qu'on a apprises et de réfléchir en vous mettant dans le cadre de votre labo, de votre bureau dans le centre de recherche, dans votre université, et de se dire comment je pourrais jongler entre les deux, comment je pourrais me préparer à cette transition, à lancer éventuellement une spin-off, mais tout en finalisant mon sujet de doctorat. Donc, en fait, c'est simple. On va être dans un contexte d'un projet de recherche qui mène à des découvertes ayant un potentiel commercial. Donc, généralement, on se retrouve des fois dans des sujets de thèse fondamentale, donc une thèse fondamentale ou un sujet imposé peut-être parce que c'est la thématique du laboratoire, c'est la thématique du centre de recherche ou de l'équipe dans laquelle on est en train de mener à bien notre thèse. Mais en même temps, pour toute approche fondamentale, il y a une partie appliquée. Si c'est les sciences de la vie, on peut sortir avec un projet, un produit, un service, un logiciel. Si c'est de l'IT, pareil, donc c'est une database, un algorithme, c'est un software, une plateforme. Donc à chaque fois, on peut réfléchir au-delà de ce qu'on est en train de préparer, partie fondamentale. Donc, il faut penser à l'entrepreneuriat dès le début du projet. Comme ça, on maximise l'impact. On ne réfléchit pas que on va publier des articles, on va finaliser notre rapport de thèse, on a notre jury, on a des modules à finaliser, etc. On se pose et on se dit, d'accord, je vais faire tout ça, mais en parallèle, comment je peux valoriser ces années, parce que des fois, ça dure 6 ans, une thèse, comment je peux valoriser tout ce travail impactant. Donc, le défi auquel vous allez être confronté, c'est travailler avec une double vision. C'est pas évident, certes, ça vous rajoute peut-être du travail en plus, mais en même temps, c'est rassurant en se disant, ça va continuer, ça va aller au-delà d'un article, ça va aller au-delà d'une soutenance de thèse. Donc, je vais avoir cette compétence académique et entrepreneuriale et ce double impact. Donc, ça présente aussi des défis. Donc, c'est adapter sa méthodologie, parce que quand on pense à cette double vision, on a une méthodologie différente. Il faut qu'on réponde à des besoins du marché et il faut acquérir aussi des compétences commerciales. Donc il faut aller au-delà de l'écriture, de résultats, d'une étude de marché, de bibliographique. Il faut voir le marché, ses besoins et acquérir ses compétences commerciales pour valoriser et mener à bien ce projet. Donc l'objectif de cette formation, c'est de vous donner une approche dans la gestion d'un projet de recherche en intégrant une perspective entrepreneuriale en vue d'une valorisation potentielle. Donc, comment élaborer une recherche à fort potentiel commercial? Donc, tout simplement, il faut commencer par aligner les objectifs de recherche avec les besoins du marché. Donc, on est devant notre paillasse ou devant notre bureau, on a toute cette bibliographie, tous ces articles qu'on est en train de lire, tous ces contacts qu'on doit collaborer avec et ses partenaires. On a un objectif précis par période de temps pour arriver à tel ou tel point, pour arriver à trouver des résultats, à publier, à breveter, j'espère pour vous, et aussi à soutenir dans les limites du temps qui nous est donné. Mais en même temps, est-ce que vous avez eu l'idée de penser au marché et à ses besoins?
Donc, c'est tout simplement, il faut définir les objectifs pertinents pour le marché. Donc, dès la phase de conception, réfléchissez aux problématiques réelles que votre recherche pourrait résoudre. Donc, qui sont les utilisateurs potentiels? Quels besoins pourra-t-elle combler? C'est pour ça, tout le long, avec les séances qu'on vous a données d'accompagnement, on vous a toujours posé la question, c'est quoi la problématique à laquelle vous allez répondre et c'est quoi la solution, la valeur ajoutée que vous proposez pour résoudre cette problématique? Généralement, dans un contexte de recherche pure et dure, quand on parle d'une problématique, on parle juste d'un contexte. Là, vraiment, le terme problématique, c'est un besoin du marché. Donc, et comment on va pouvoir combler ce besoin? Il y a ce qu'on appelle le POC. Le POC, c'est un terme anglophone de proof of concept. C'est vraiment de prouver que le concept marche. Donc, c'est démontrer la faisabilité scientifique et valider l'intérêt commercial. Donc, par exemple, si je prends l'exemple de la data, vous allez passer des mois et des mois à réunir des informations dans l'open data peut-être ou en faisant des enquêtes, en ayant vos propres résultats que vous avez donc réussi à déterminer et à collecter. Mais par la suite, cette data-là, toutes ces informations-là, le POC, c'est peut-être comment l'algorithme que vous avez conçu va pouvoir utiliser cette data-là pour donner du coup une réponse qui est assez pertinente. Ou si c'est par exemple une molécule que vous avez identifiée, que vous voulez, vous travaillez dans le contexte, je dis n'importe quoi, du cancer. Il y a énormément de laboratoires qui travaillent sur ça. Vous voulez trouver la molécule qui agisse sur cette voie de signalisation pour stopper ce signal-là. Eh bien, d'accord, vous avez, selon la bibliographie, déterminé une liste, mais après, votre POC, c'est vraiment d'arriver à démontrer en bloquant, par exemple, cette molécule-là, en l'inhibant ou en l'activant plus que d'habitude, que ça marche, que ça change le signal, que ça change par la suite. Donc, l'impact sur l'animal, sur l'humain, etc., sur les tests ou in vitro sur des cellules. Donc, vous voyez, le POC, le Proof of Concept, ça montre une création de valeur. Ça permet d'identifier aussi des opportunités de marché et ça permet de donner une dimension concrète à votre recherche. Parce que si vous allez discuter avec un potentiel partenaire ou avec un autre laboratoire ou avec même des gens, un jury ou des personnes autour de vous et vous dites, je travaille sur ce mécanisme-là, cette partie-là, cette chose en particulier, il va te dire d'accord, mais pour faire quoi en fin de compte? Donc, vous voyez, on a besoin aussi de quelque chose de concret et le proof of concept, il est là, c'est vous arrivez, vous dites d'accord, en fait, j'ai trouvé des matériaux qui ont un impact sur la pureté de l'eau ou la pureté de l'air ou ce système-là. Et j'ai démontré donc d'une façon fondamentale l'action, mais aussi je suis passée à l'action. J'ai isolé ces matériaux, je les ai mis dans tel contexte et j'ai réussi de passer de 90% de pollution à 20% de pollution. Ça démontre vraiment que ça marche. Donc, le POC doit inclure des tests qui démontrent la valeur ajoutée pour les utilisateurs potentiels. Ça doit parler à tout le monde, à un banquier, à un investisseur, à un potentiel partenaire, à un potentiel client, à même votre famille quand vous leur expliquez vos travaux de recherche, pour ne pas avoir toujours ces visages au fait devant vous, d'accord, ça a l'air bien compliqué, ton doctorat, mais j'ai rien compris. Donc, en fin de compte, vous voyez, l'entrepreneuriat, c'est quelque part, c'est la concrétisation de ce qu'on est en train de faire, très poussé, très technique, pour mener à bien un projet, trouver une solution à une problématique, tout en démontrant dans un premier temps avec un proof of concept que ça marche. Comment on peut planifier de la recherche orientée vers la valorisation? Là, vous voyez devant vous plusieurs donc symboles avec plusieurs titres. En fait, c'est des étapes. Après, peut-être c'est pas dans cet ordre-là, ça dépendra du contexte, ça dépendra des moyens mis à disposition dans l'équipe de recherche. Ça dépendra aussi si on a déjà identifié un partenaire au préalable commercial, comme certains d'entre vous l'ont déjà présenté. Donc, c'est des parties importantes. Après, l'ordre, il peut bouger un petit peu. Donc, bien sûr, on commence toujours par une analyse préliminaire. Après, il y a la définition des objectifs de recherche et de valorisation. Il y a une élaboration d'un plan de recherche structuré.
Et ça, c'est une force chez les doctorants, chez les chercheurs. En fait, on est toujours dans la planification, dans les hypothèses, dans les protocoles, dans les étapes. Donc, on s'organise pas mal, on gère notre temps, on essaye d'avancer pas à pas et de faire souvent des choses en parallèle. Donc ça, c'est des compétences que vous avez, peut-être que vous ignorez, que vous avez développées au fur et à mesure de votre doctorat, qui sont primordiales et très importantes dans le monde de l'entrepreneuriat. Après, il y a l'identification des parties prenantes. Donc, l'identification des parties prenantes et le prototypage et validation, ils peuvent être concomitants en même temps, en parallèle, l'un avant l'autre, ou ça dépendra du contexte, comme ce que j'ai dit. Après, il y a la mise en place d'un protocole de suivi et d'évaluation. En fait, il y a une boucle. On teste, on se dit peut-être c'est comme ça, on regarde si on peut valider, on voit par rapport aux besoins du marché, le retour d'expérience ou l'avis d'autrui et on revient. C'est une boucle fermée pour arriver à valider du coup un POC, un prototype. Si on reprend ces différentes parties que je vous ai montrées une par une, si on commence par l'analyse préliminaire. Donc l'analyse préliminaire, son objectif, c'est de comprendre le contexte et les opportunités. Comment on met ça en place avec des activités bien concrètes? Donc on peut réaliser une étude de marché préliminaire pour identifier les besoins des utilisateurs. Comment on peut réaliser cette étude? Cette étude, elle peut être grâce à des formulaires qu'on partage en ligne, qu'on envoie par email, ou des fois quand on tape sur la porte de potentiels clients. Par exemple, si on est dans le mécanique, on peut aller voir des constructeurs de voitures, de motos ou de pièces de rechange et on leur dit, voilà, moi je travaille sur telle et telle partie pour améliorer telle et telle chose. Si mon produit demain, il est sur le marché à X prix et il vous permet de faire ça, ça et d'améliorer de X% votre temps, votre rentabilité, votre stabilité, ça, est-ce que vous l'achèterez? Ou bien ça peut être sous forme de, c'est quoi les besoins qui ne sont pas encore couverts dans cette partie-là pour voir si ça va revenir vers la chose sur laquelle vous travaillez déjà. Donc, une étude de marché, elle peut être aussi à travers l'internet. On regarde un peu en tapant des mots-clés, on lit dans des articles, on contacte certaines personnes par téléphone ou on voit des études de marché déjà faites qui sont disponibles. On analyse les tendances du marché et la concurrence. Il faut bien connaître ses concurrents. En fait, il faut bien connaître ses concurrents. Pourquoi? Parce que si on n'a pas pensé des fois, j'entends: «J'ai pas de concurrents» et ça, c'est quelque chose qui bloque souvent les jurys, qui bloque les investisseurs. On ne peut pas ne pas avoir de concurrents de nos jours, avec toutes les avancées. Quand on pense à quelque chose, quelqu'un d'autre donc vous, vos sujets de thèse, il y a sûrement d'autres thèses dans le monde à peu près sur la même chose, dans différents contextes. Donc on peut ne pas c'est pas possible de ne pas avoir de concurrents. Il y a les directs et les indirects comme ce qu'on vous a déjà expliqué. Donc ça, il faut voir qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui vend le plus, le retour de leurs clients, qu'est-ce qui n'a pas marché, parce que ça aussi, c'est important de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché pour ne pas refaire les mêmes erreurs, pour ne pas perdre son temps et son argent. Il faut évaluer les forces et les faiblesses de votre recherche par rapport aux attentes du marché. Il ne faut pas rester bloqué et dire: «C'est génial ce que je fais, ça fait des années, c'est fondamental, ce genre de recherche, ce genre d'avancée pour le monde», alors que le marché, il est pas prêt ou il a pas forcément besoin de ces choses-là. Donc il faut évaluer les forces, mais aussi les faiblesses de votre recherche par rapport à ces attentes de marché et c'est pour ça, il faut comprendre son marché, lequel précisément, le segmenter parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, c'est rare. Il y a certains cas où c'est un marché global. Si mon marché, c'est les femmes entre 20 ans et 60 ans, si c'est les constructeurs d'avions, si c'est en fait les personnes qui travaillent dans le bâtiment, si c'est de la cosmétique et la pharmaceutique. Donc, et après, par la suite, il faut regarder eux, leurs besoins, leurs attentes. Et est-ce que vous êtes dans la même tendance de ces attentes-là? Les indicateurs de succès pour cette phase de compréhension du contexte et des opportunités, donc c'est le rapport d'analyse de marché complet. Donc il faut sortir avec un minimum d'informations, c'est bien structuré et c'est des documents que vous gardez sous la main et que vous allez synthétiser dans des présentations, dans des rapports que vous pouvez partager,
d'une façon confidentielle ou non avec de potentiels partenaires, investisseurs, potentiels clients. Ça démontre aussi un recul par rapport à ce qu'on est en train de faire techniquement avec une vision globale. Donc, il y a aussi la liste des besoins utilisateurs et les opportunités identifiées. C'est bien, en fait, de prendre ça comme indicateur. On se dit, voilà les besoins des utilisateurs, du marché et les opportunités que j'ai réussi à identifier. Moi, j'en suis là. J'ai déjà avancé sur ce point et ce point. Bon, ben, ça peut vous orienter et compléter un point manquant ou faire un pivot pour une partie tout en continuant donc votre recherche. Deuxième chose importante, c'est définir les objectifs de recherche et de valorisation. Et ça, c'est pour, comme objectif pour aligner donc les objectifs de recherche avec le besoin de marché. Comment on peut faire ça? On peut formuler des objectifs clairs et mesurables en matière de recherche et de valorisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis au jour d'aujourd'hui, je sais que je vais passer les 3 prochains mois à réunir et à collecter des datas qui vont me permettre d'identifier le patrimoine génétique en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Mauritanie. Donc, au bout de 3 mois, il faut que j'ai X donc quantité de data. Donc, il me faut des choses mesurables. Je ne vais pas dire, OK, je vais avancer dans ma collecte d'informations jusqu'au mois de juin. Non, il faut vraiment quelque chose de mesurable en matière de recherche et de valorisation, où je veux que j'arrive à identifier 30 souches de bactéries avec lesquelles je vais continuer par la suite la deuxième étape. Après, il faut établir aussi un cahier de charges en fonction des attentes des utilisateurs et des parties prenantes. Dans un laboratoire, par exemple, de recherche, on a le cahier de laboratoire. Le cahier de laboratoire qu'on remplit tous les jours, ça permet une traçabilité pour notre encadrant de thèse, pour notre directeur de laboratoire, par la suite pour les personnes qui viendront après nous. Donc, s'ils vont continuer sur la même lancée, s'ils vont republier un article, s'ils doivent vérifier des résultats ou comprendre qu'est-ce que vous avez laissé dans un ordinateur ou dans un frigo dans le laboratoire. Donc ça, c'est le cahier de laboratoire. En parallèle, ça serait bien d'avoir un cahier de charges de fonctionnel qui permettra donc d'aligner les attentes donc des parties prenantes et ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, je donne un exemple, dans le monde, généralement, pour arriver à parler d'un R élevé, donc d'une entité de mesure de vraiment que c'est solide comme valeur, par exemple pour un algorithme, là, c'est par exemple, il faut que ça soit à 97,5, 95,5 de résultats comparés à des résultats faits autrement et par rapport à ce que la machine, elle donne. Bah, là, il faut que je dise: «D'accord, il faut que j'atteigne 95 de sûreté des résultats avec cet algorithme que je suis en train de mettre en place». Et ben, je suis à 80. Là, pendant les prochains mois, je vais entraîner encore plus mon algorithme avec plein de data, avec plein d'informations pour se rapprocher de ce chiffre-là qui répond aux attentes du marché. Donc les indicateurs de succès, ce sont des documents de définition des objectifs avec des indicateurs de performance associés. En fait, on se met un objectif. On va mettre en place des choses à faire, des activités à faire, avec des indicateurs bien précis pour arriver à se dire, à les cocher et se dire, c'est bon, j'ai réussi à atteindre cet indicateur-là. Ça permet de rythmer notre recherche. Ça permet aussi de bien structurer, de donner des phases où on arrive à un point précis. C'est comme la roadmap, là, les différentes étapes d'un projet entrepreneurial. Mais dans notre projet de recherche, c'est plus, ah, j'ai tel jury tel jour, ah, j'ai tel article à sortir à telle date. En fait, ça devient en parallèle tout ce que j'ai découvert, comment je peux le valoriser. Voilà les attentes du marché, voilà les indicateurs, voilà les objectifs. J'ai atteint un tiers de cet objectif-là. D'ici un mois, je vais atteindre la moitié pour que d'ici 2 mois, j'ai atteint tout cet objectif. Et comme ça, j'ai quelque chose vraiment valorisable que je peux par la suite présenter. Il y a une méthode qu'on appelle la méthode SMART. Donc, c'est une méthode qui permet de fixer ses propres objectifs commerciaux. S pour spécifique, donc préciser ce que vous voulez faire. Ça permet aussi de ne pas travailler dans l'absolu, dans le vide. C'est de rythmer, de donner
des étapes bien précises qu'on doit atteindre, donc spécifiques. Il faut utiliser des verbes d'action. Donc, tel mois, tel jour, telle chose, je dois arriver à faire ça, ça, ça et ça. Mesurable, donc avec des unités. Donc, il faut une méthode d'évaluation. Ça peut être une méthode qualitative ou quantitative. Il faut utiliser aussi des indicateurs bien précis. A pour atteignable, il ne faut pas non plus que ça soit irréalisable, hein. Donc, il faut que ça soit possible d'accomplir avec les moyens de bord, avec les moyens que nous offre donc notre laboratoire de recherche, notre bureau de recherche. Donc, il faut que ça soit dans le même champ d'action. Je ne vais pas essayer de sortir de voilà, mon sujet de thèse, il est sur 4 ans, il est sur 3 ans et c'est ça le sujet. Je ne vais pas me dire: «Non, mais moi c'est pas que cette pièce-là, je vais construire l'appareil en entier». Non, il faut vraiment que ça soit réalisable. Il faut que ça soit réaliste. Donc, c'est des objectifs qui doivent correspondre à vos valeurs et à vos objectifs à long terme et surtout temporels. Donc, il faut indiquer quand vous allez le faire, quand vous êtes en train de le faire et il faut que ça soit précis pour des dates de délai. Comme pour tout dans la vie, si on ne se met pas des dates, des échéances, on avance plus lentement. Parce qu'on se dit: «On a encore le temps», même si on l'a plus, mais on se rend pas compte. C'est pour ça, là, vous savez, par exemple, demain, vous avez un jury final, donc ça rythme vos présentations, vos préparations. Donc, c'est toujours mettre une date, ça accélère les choses, ça rythme et ça permet aussi de mieux avancer. Donc retenez bien cette méthode SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc par la suite, il faut élaborer un plan de recherche structuré. Il faut développer un plan de recherche détaillé avec des jalons, des milestones. Des jalons, c'est des étapes. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire jusque-là. Mais là, c'est comment le faire d'une façon concrète avec les activités. On décompose le projet en phases de recherche et développement. Par exemple, moi, mon but, c'est de sortir une crème pour la peau contre telle ou telle irritation. Je vais découper. Dans une première partie, je vais dire, je vais travailler sur la recherche fondamentale. Avec une étude bibliographique, je vais sortir toutes les plantes possibles qui donnent des molécules qui ont été connues d'une façon ancestrale ou à travers d'autres travaux de recherche qui ont tel ou tel bénéfice. Je vais voir le croisement potentiel. Je vais par la suite tester peut-être donc dans le laboratoire in vitro sur des cellules. Voilà, ça c'est fondamental. Après, une fois que j'ai fini ça, je dis je vais développer le prototype. Dans ce cas-là, j'aurais déjà isolé ces molécules-là, je les aurais purifiées à partir de ces plantes-là, sous forme d'huile essentielle, sous forme de, d'huileuse. Et ensuite, pour le prototype, je vais rajouter un peu de ceci, un peu de cela. Je vais préparer un mélange et là, je passe au test. Là, je peux tester déjà bon, il y a la test préclinique in vivo sur des animaux. Après, je peux contacter une CRO partenaire avec le laboratoire où je prends donc l'autorisation de valoriser ça sous forme d'une spin-off et d'aller, avec les moyens que j'arriverai à réunir, à passer carrément à des tests cliniques cosmétiques, en préparant l'emballage, en préparant le pot. Donc, vous voyez, c'est, et là, une thèse de 4 ans ou de 6 ans qui était censée être juste déterminer les molécules, va se transformer en une thèse qui a déterminé les molécules, les croisements, le bénéfice, avec peut-être un brevet derrière, des articles, une soutenance, mais aussi un produit final qui sort de tout ça, qui est sur le marché, que vous allez peut-être voir des amis en train de l'utiliser. Vous voyez, c'est encore plus donc satisfaisant de voir que toutes ces années, tous ces efforts-là vont aboutir. Donc le fait de mettre des jalons, de dispatcher, de découper quand on découpe, quand on prend quelque chose en entier, ça paraît compliqué, ça paraît énorme. On se dit: «Je vais pas y arriver, c'est trop pour moi». Mais par contre, quand je me dis: «Il y a cette partie, déjà je vais me concentrer sur ça. Quand je la termine, je ferai cette partie-là» et en mettant des dates bien précises, bien sûr. Donc les indicateurs de succès, ce sont des documents de planification des activités et jalons, ce sont des documents, des équipements nécessaires. Donc il faut s'organiser. Donc il s'organiser non seulement dans le temps, mais aussi les moyens. Est-ce que dans ma planification, j'ai les appareils nécessaires dans le laboratoire?
j'ai les moyens, j'ai les réactifs, j'ai tout ce qu'il faut autour de moi. Parce que sinon, si je reviens à la méthode SMART, c'est irréalisable. Parce que c'est bien beau sur papier, mais j'arriverai pas à le faire. Peut-être que j'arriverai pas à faire la crème de mes rêves, mais avec les moyens de bord du laboratoire, est-ce que je pourrais faire un POC déjà démontrant que ça marche? Et là, j'arriverai à lever de l'argent, à trouver le financement pour aller au-delà. Et dans ce cadre-là, il faut identifier des parties prenantes, se préparer, qui pourraient être intéressées par ce genre de produit. Ça peut être un partenaire industriel, ça peut être un partenaire, autre partenaire académique, institutionnel. Donc là, il faut que je me projette parce que j'ai déjà étudié mon marché, j'ai déjà mis des étapes. Donc je suis dans ce mood où je sais où je vais. Donc là, je me dis, ça serait bien d'impliquer des acteurs clés dans le processus. Comment je le fais? En fait, j'identifie et je cartographie des parties prenantes, de potentiels investisseurs. Les investisseurs peuvent être les FFF, les Friends, Family and Fools, les amis, les fous et la famille. Il y a beaucoup qui ont investi un tout petit peu dans leur début de projet, mais là, si c'est un projet de thèse, donc il faut aussi discuter, impliquer les acteurs clés. Les acteurs clés, c'est le directeur de laboratoire, c'est l'université, c'est le bureau de valorisation de recherche. Il faut déjà mettre en place des étapes pour se dire, c'est un projet très intéressant sur lequel je travaille. Il y aura des articles, il y aura des brevets, mais on peut le valoriser au-delà en créant une spin-off ou en vendant une licence d'exploitation à un industriel du brevet qu'on va mettre en place. Donc, si ces parties prenantes sont d'accord autour de vous, que tout ce transfert technologique commence à se mettre en place, là, je peux commencer à contacter des industriels qui pourront être intéressés, des constructeurs du bâtiment ou de matériaux ou de voitures ou d'avions ou de cosmétiques ou des partenaires aussi d'autres gros labos qui travaillent sur des sujets similaires et qui seront intéressés de croiser avec vos résultats pour avoir quelque chose de encore meilleur. Donc, le rôle de chacun peut jouer dans le projet. Parce qu'un investisseur, peut-être, il va vous suivre de près dès le début. Il va vous dire, d'accord, ça m'intéresse. Donc, quand vous arriverez à cette étape-là, à cette date que vous avez dit, on en reparle. Et là, je mettrai peut-être un petit ticket. Et si vous arrivez à cette étape-là, là, je mettrai un gros ticket et je vous suivrai jusqu'au bout. Donc, c'est important de les impliquer en amont, mais en ayant déjà une planification en place, un minimum à montrer de démonstration, mais aussi un transfert de technologies et de propriétés intellectuelles bien préparé. Ça rassure, ça c'est très important. Il faut organiser des réunions de lancement pour présenter le projet et recueillir des feedbacks. Donc, une fois qu'on a mis en place ce POC, ce Proof of Concept, donc ce logiciel, cet algorithme, ces molécules, ces choses-là, ces matériaux, là, c'est bien de faire des mini-réunions de lancement avec des parties prenantes qu'on a identifiées, qu'on invite. On peut leur faire signer des NDA pour la confidentialité. Et là, on peut leur montrer déjà les avancements pour susciter leur intérêt. Donc, les indicateurs, c'est surtout la liste des parties prenantes engagées avec leur rôle défini. Donc, j'aurai un ensemble de listes qui me permettra d'avancer pas par pas et ne pas rater des choses importantes dans chacune des étapes. Prototypage et validation. Donc là, le prototypage, il peut arriver avant les parties prenantes ou après. Après, on peut faire un mini POC, un mini proof of concept, un minimum viable donc product, MVP. Et après, on fait le vrai prototype. Parce que le vrai prototype prendra peut-être plus de moyens, plus d'argent. Et surtout, si les parties prenantes sont intéressées, là, c'est rassurant. On peut aller au-delà ou peut-être qu'ils ont mis un petit ticket, un peu d'argent. Et là, ça nous donne les moyens. Donc là, ça permet de tester les résultats de recherche dans un cadre appliqué. Comment on le fait? En fait, on développe des prototypes basés sur des résultats de recherche. On organise des sessions de test avec des utilisateurs cibles pour obtenir des retours. Donc, dans les laboratoires internationaux, dans les doctorants, en fait, avec leurs encadrants, quand ils veulent avoir des feedbacks déjà en cours de leur thèse, il y a une sorte de petit déj organisé par le laboratoire de recherche où ils invitent des personnes lambda qui viennent tester des choses ou voir si c'est bien ou avoir leur avis ou voir
Voilà, c'est vraiment c'est important d'avoir un retour d'expérience. Il faut recueillir des retours et des feedbacks. Il faut analyser ces retours, c'est important. Parce que s'il y a des choses, quelqu'un qui a essayé mon appareil, là, le prototype, même s'il est gros, même s'il n'est pas joli, parce que c'est un prototype, mais au moins qui dit, bon, bah d'accord, mais ce bouton, il ne devrait pas être à droite, parce que moi, franchement, je trouve que c'est pas pratique, il devrait être à gauche, c'est le réflexe, etc. C'est bien de prendre en considération ce retour d'expérience ou un constructeur qui vous dit, votre matériau, il est génial pour la construction, sauf que le problème, c'est qu'il absorbe trop l'eau. Et moi, je construis dans des régions généralement où il pleut pas mal. Donc, ça serait bien si vous rajoutez un stabilisateur pour imperméabiliser cette matière-là. C'est bien de prendre en considération donc ce retour pour répondre encore mieux aux besoins et aux attentes du marché. Donc, les indicateurs de succès, c'est un prototype développé, testé avec des utilisateurs et avec des feedbacks positifs d'amélioration. Et là, on arrive à la mise en place d'un protocole de suivi et d'évaluation. Donc là, c'est l'étape ultime. Donc là, on va assurer la traçabilité et l'évaluation continue des progrès. Donc comment on va mettre ça en place? On va définir des indicateurs de performance clés, c'est ce qu'on appelle en anglais les KPI, pour mesurer l'avancement du projet. Par exemple, sur 100 personnes qui ont testé mon produit ou mon service, 80% des utilisateurs adorent mon produit. Donc là, c'est vraiment une traçabilité, une évaluation concrète. Il faut créer aussi un calendrier de réunions de suivi régulier pour évaluer le progrès. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, je vais produire juste un peptide, juste une enzyme que je vais vendre sous marque blanche à des personnes qui vont les utiliser dans la cosmétique ou dans l'agroalimentaire. Donc là, ça y est, j'ai finalisé mon prototype, j'ai pris en considération énormément de choses dont on va parler par la suite, notamment la partie réglementaire, etc. J'ai tout valorisé, mais il faut que je continue à évaluer, à tester, à voir le feedback et à voir si j'ai réussi à faire un partenariat. Je leur donne une telle quantité gratuitement ou avec un prix symbolique. Je reviens les voir et je leur dis, alors vous êtes satisfait? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Et c'est toujours, c'est comme le service après-vente. Ça permet vraiment de continuer à être sûr que ce qu'on est en train de faire répond aux besoins du marché et surtout que le marché, les clients sont satisfaits. Comment diffuser les résultats et les stratégies de communication entrepreneuriale? Parce que dans une thèse, on a l'habitude, quand on présente lors d'un séminaire, sous forme d'un poster, sous forme d'une présentation. Des fois, on présente dans un lab meeting, dans une réunion de laboratoire ou devant des collègues d'autres laboratoires ou d'autres donc doctorants autour. Mais si on va au-delà de ça, comment on peut diffuser les résultats et la stratégie? La diffusion, en fait, elle est différente entre un article scientifique et un brevet. Généralement, quand on est chercheur, on pense à un article scientifique dans un premier lieu, et c'est normal, c'est la base, c'est pour permettre de diffuser le savoir, de partager les informations, sauf que ça devient public une fois que c'est sous forme d'un article scientifique. Un brevet, c'est différent. En fait, il faut généralement préparer les deux. Dès qu'on a déposé le brevet, là, on peut sortir l'article scientifique et pas l'inverse. Après, dans certains pays tels que les États-Unis, dans un certain cas particulier, on a un an après la sortie de l'article pour sortir le brevet. Ou voilà, il y a des conditions bien particulières. Donc, renseignez-vous. Généralement, un brevet, il a beaucoup plus de valeur monétaire, de valorisation pour le projet entrepreneurial. Après, c'est bien aussi d'avoir des articles scientifiques. On peut faire les deux. L'article scientifique, c'est la divulgation de l'information. Le brevet, c'est la protection de la propriété intellectuelle. Vous voyez la différence? C'est pas la même chose. Les deux sont importants, mais l'un vient avant l'autre généralement. Alors, comment on diffuse ces résultats? On diffuse ces résultats donc de recherche pour les valoriser avec de la communication. Donc, il faut adapter les messages pour différents publics. On ne peut pas communiquer à notre directeur de thèse ou à d'autres doctorants ou à des scientifiques du même domaine qu'avec des potentiels investisseurs ou avec un jury qui comprend des personnes qui ne comprennent pas du tout les détails techniques de telle particule, de tel algorithme. Non. Donc, c'est important de savoir comment communiquer selon le public qui est là. Le pitching.
Le pitching, donc là, on vous a parlé et reparlé toute cette semaine du pitching, donc de présenter, donc dans le langage entrepreneurial, on dit pitcher, de préparer des présentations qui montrent le potentiel commercial et scientifique de votre projet. Vous avez vu la différence. Hier, vous avez eu donc le pitching du mi-parcours. Donc là, le pitch deck, donc le support de présentation, il est différent d'un support classique scientifique. Un support classique scientifique, c'est des détails techniques. On parle surtout des choses qu'on est en train de faire. Par contre, le pitching de valorisation entrepreneuriale, c'est problématique, solution, marché, concurrence, modèle économique, roadmap, équipe. Donc, vous voyez, c'est des parties concrètes qui montrent vraiment donc, la valeur, mais tout en donnant des détails aussi scientifiques pour démontrer que c'est solide ce qu'on est en train de faire. Et il faut surtout vulgariser. On ne comprend pas tous les termes que vous maîtrisez. C'est votre force, c'est votre domaine, mais il faut savoir. Et on donne le terme pour montrer qu'on sait de quoi on parle, mais il faut le simplifier. Donc, si c'est, je sais pas moi, c'est une particule qui fait ça ou ça, il faut le dire avec des termes simples pour que monsieur et madame lambda puissent le comprendre. Mais dans tout ça, il faut gérer l'équipe. Parce qu'un projet sans une équipe, c'est un projet qui ne réussit pas. L'équipe est primordiale. Gérer l'équipe, c'est quoi? C'est former une équipe avec un esprit de collaboration et d'innovation. C'est tout là l'esprit au fait des doctorales. C'est pour ça on vous a mis en équipe et là vous allez être dispatché en équipe de projet. Travailler en équipe, c'est une notion fondamentale parce que des fois on se retrouve dans une thèse isolée, à travailler dans son coin, à avancer rapidement. Mais il faut développer aussi cet esprit d'équipe. Il faut associer des profils complémentaires pour enrichir la vision du projet. Il faut savoir déléguer, il faut savoir faire confiance, il faut savoir connaître ses forces et ses faiblesses et dire moi je maîtrise cette partie, mais je maîtrise pas du tout cette partie-là. Et il me faut quelqu'un qui maîtrise cette partie parce que ça va m'aider. Donc il y a les chercheurs, donc c'est une expertise scientifique pour garantir la rigueur de l'innovation de la recherche. Il faut aussi des ingénieurs ou développeurs pour le support technique, pour concevoir les prototypes, adapter et tester les applications concrètes. Il faut aussi des spécialistes du marché, marketing, communication, financier. Donc, vous voyez, ça, c'est une vision commerciale aussi pour évaluer la demande, concevoir des études de marché. Donc, on ne peut pas être partout. On ne peut pas tout maîtriser. On ne peut pas être bon en tout. On peut avoir une vision globale. C'est ce qu'on essaie de vous donner durant ces doctorales. Mais après, il faut donc gérer une équipe, travailler en équipe et chacun, il a ses forces et chacun a ses faiblesses. Donc, créer un objectif commun où chaque membre de l'équipe comprend l'enjeu entrepreneurial du projet. Vous, votre, par exemple, objectif commun pour demain, pour les 10 projets demi-finalistes, va être de faire réussir le projet, peu importe si c'est le nôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Donc, former une équipe avec un esprit de collaboration et d'innovation. Il ne faut surtout pas oublier qu'il faut découvrir les compétences de chaque membre de notre équipe. C'est bien se connaître. On vous a fait l'exercice, Amal vous a fait l'exercice des compétences de chacun d'entre vous. C'est important en fait. Des fois, on se découvre soi-même. On a des compétences qu'on ignore, on a des faiblesses qu'on ne pensait pas qu'on était faible pour ces choses-là parce qu'on se disait toujours bon, je suis bien organisé. Enfin, quand non, pour ce genre de choses, il faut que je m'appuie sur quelqu'un d'autre. Il faut gérer aussi les conflits. C'est jamais smooth, c'est jamais sans problème. Il y a toujours des conflits, donc il faut savoir les gérer au sein d'une équipe en définissant des règles de communication claires, des procédures de résolution adaptées pour que ça ne dégénère pas. Il faut faire des réunions quotidiennes et hebdomadaires. La communication est très importante. Il faut que l'information passe, il faut que tout le monde soit à jour, tout le monde soit à la page, on sait où est-ce qu'on en est de ce projet-là. Il faut aussi une stratégie de partenariat. Donc la collaboration, elle est elle est intrinsèque au sein de l'équipe, mais elle est aussi avec les partenaires. Il faut trouver les bons partenaires dont les compétences et les ressources ou les réseaux complètent le projet. Des fois, pour les business angels, par exemple, les investisseurs, on ne cherche pas que quelqu'un qui a de l'argent. C'est bien, l'argent peut aider pour le projet, mais si cette personne a le réseau, elle a des compétences complémentaires avec des années de recul, et avec un tout petit montant, c'est peut-être mieux que quelqu'un qui va mettre 10 fois cette somme-là, mais qui va rester passif et il ne va pas s'impliquer du tout. Ou un partenaire, par exemple, industriel. Si c'est par exemple, si c'est dans les compléments alimentaires, ce partenaire-là, et moi, je travaille sur une molécule bien particulière qui peut améliorer la composition d'un complément alimentaire.
ben, je reste en contact avec, ce partenaire-là parce qu'il va me suivre de près. Peut-être qu'il va acheter une licence d'exploitation, peut-être qu'il va, me dire: «Bon, bah, écoute, tu développes ce produit, je rentre, je participe au capital, je vais me mettre de l'argent». Donc il faut analyser le besoin du projet pour identifier les ressources et les compétences manquantes, pardon, qui pourraient être comblées et complétées par le partenaire. Financement, accès à des équipements aussi. Par exemple, un partenaire, ça peut être un autre centre de recherche qui a des appareils, qui a des choses qu'on n'a pas au sein de notre laboratoire et qui ça peut être bénéfique et ça peut avancer beaucoup plus vite le projet. Donc il faut définir les rôles et les responsabilités, clarifier donc les contributions et les attentes de chaque partie pour éviter les malentendus et optimiser la synergie. Quelque chose de très important, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement, c'est les aspects réglementaires dans le projet de recherche. Des fois, on a la tête dans le guidon, comme on dit. En fait, on est à fond sur notre projet, on travaille sur ça, on s'est mis déjà les étapes à faire. On se dit: «C'est pas c'est bon, je suis bon». Je me suis dit: «Dans un mois, je vais faire ça». Le partenaire, il est dans cette attente-là. Moi, je vais réussir à identifier, à collecter X, data ou à identifier X molécules ou X matériaux ou et là, je suis bon et en fin de compte, je ne prends pas en considération du tout les besoins réglementaires du marché national et international et je vais perdre énormément de temps à la fin parce que peut-être ce que je vais sortir comme POC, comme prototype, il répond pas aux règles, à la réglementation. Je vais revenir en fait 2 ans en arrière pour tout refaire dans des conditions, certifiables, par exemple. Donc quelque chose de très important, il faut anticiper les exigences réglementaires pour assurer la conformité et faciliter la commercialisation. Un, identifier la réglementation applicable. 2, intégration de la conformité dans le développement du projet. Je le prends en considération. Ça ne veut pas dire que je vais vraiment préparer un cahier de charge d'une certification. C'est peut-être lourd, c'est pas le moment, mais au moins je sais que telle pièce, elle doit être, si je vais acheter un capteur que je vais rajouter dans mon prototype, bah, il vaut mieux que je l'achète certifié lui-même, donc CE, même s'il coûte 20 $ plus cher, mais au moins je suis dans des conditions certifiables. Ou pour isoler cette molécule-là, je ne peux pas utiliser de l'éther parce que par la suite, ça ne serait pas bio. Donc, je vais utiliser plutôt un solvant organique, biologique. Et dans ce cas-là, mon prototype final, mon POC final, il peut être certifié biologique parce que dans ma composition, dans tout mon protocole, j'ai respecté ce qui va être demandé à la fin. Ça va pas me prendre grand-chose peut-être au milieu de ce que je suis en train de faire, mais ça va me faire gagner un temps énorme à la fin. Parce que imaginez si j'ai tout fait avec, un solvant chimique qui n'est pas accepté par la suite sur le marché, parce que il va irriter la peau, dans la crème que je vais mettre sur le marché et si je dois tout recommencer, ça va peut-être tout me changer dans tout ce que je vais faire et ça va me prendre toutes les tests, encore une fois. Donc, il faut préparer les procédures de certification. Il faut définir aussi, au fait, il faut prendre en considération les défis et les stratégies pour la conformité. Rapidement, numéro un, identification des réglementations applicables. Il faut connaître les exigences. J'ai un appareil. Qu'est-ce qu'il me faut? Est-ce que c'est un appareil médical? Est-ce qu'il faut le ISO 13485? Est-ce qu'il faut le marquage CE? C'est de la data. Est-ce que j'arrive à anonymiser par rapport au respect des données personnelles? Est-ce que j'arrive à protéger? Est-ce que c'est sur des serveurs locaux pour l'RGPD, pour ceci, pour cela? En fait, il faut vraiment anticiper, pas appliquer à 100 peut-être parce qu'on n'a pas les moyens ou les conditions ne sont pas propices pour ça, mais au moins je le sais et je mets ça en place. Identifier donc l'ISO, certification bio, consulter des experts juridiques aussi. Si, je peux prendre l'avis, des conseillers pour obtenir une vue plus claire, regarder sur internet, demander conseil. Si je connais quelqu'un qui est dans le domaine, je lui dis: «S'il te plaît, toi tu connais cet expert-là, qu'est-ce qu'il t'a dit par rapport à ce domaine?» Il faut intégrer la conformité, au fait. Il faut assurer que chaque étape du projet respecte les standards et les exigences et pas réfléchir que marocain, algérien, tuniso-tunisien, que la Mauritanie, parce que les marchés sont petits si on réfléchit qu'un pays. Il faut peut-être regarder plus large, en Afrique du Nord, en Afrique, en Europe. C'est quoi les réglementations? Est-ce que je peux mettre ça déjà en place dès le début? Est-ce que je peux respecter un minimum dans ce que je suis en train de faire? Il faut une documentation rigoureuse,
C'est comme votre cahier de labo là pour le suivi de votre doctorat. C'est comme le cahier de charge. Il faut vraiment une documentation. Chaque pièce, chaque étape, chaque molécule, chaque température, chaque degré compte. Je le note en fait. Ça permet de la traçabilité et par la suite, ça facilite énormément. Sur le coup, ça fait perdre 30 secondes, une minute, mais imaginez si je le fais pas, que je dois le faire à la fin, j'oublie des choses et ça va me prendre des jours et des semaines à la fin. Il faut valider les protocoles, il faut adapter les méthodes de recherche pour qu'elles répondent aux normes de sécurité. Il faut anticiper ces exigences en évaluant, en fait. Il faut se renseigner sur, par exemple, aux États-Unis, il faut le FDA pour les médicaments, il faut le CE, le marquage CE en Europe. Alors, je me pose la question, moi, mon marché, c'était l'Arabie Saoudite, Qatar et Dubaï. Mais est-ce qu'ils répondent au FDA ou à l'Europe? Et parce que moi, c'est ça mon marché cible. Là, je me renseigne, je me mets dans ces circonstances-là et je me dis: «Bon, bah, d'accord, donc c'est ça ces exigences, donc je vais essayer de les respecter un minima, de faire de la traçabilité, de me préparer à ce que ça soit, en fait, conforme, à la réglementation». Il faut toujours une planification des audits et des inspections, donc une préparation au cas où, par la suite, voilà, j'ai envie de certifier ce que j'ai fait, il y aura des audits, il va y avoir des évolutions réglementaires, il faut que je sache que, en 2026, ça va changer, donc je me prépare à ça aussi. Donc en fait, c'est beaucoup de choses. Je suis sûre que vous allez peut-être paniquer et vous dire: «Bon, bah, j'ai déjà assez à faire avec ma thèse», mais ça prend pas beaucoup de temps, juste de se renseigner et de se dire: «D'accord, bah, moi je suis dans ces d'habitude, je prends ça, je mélange avec, ça et si je mélangeais avec ça, je serais plus dans les circonstances où cette récolte de data, j'ai pas noté comment en fait, j'ai obtenu ces informations-là rigoureusement et ben si je le note rigoureusement, ça sera plus donc dans ce cadre réglementaire que ce que je suis déjà en train de faire». Des fois, c'est des petits pas et qui donnent un résultat géant à la fin. Donc les défis, la qualité réglementaire, c'est un défi complexe, mais une planification et une gestion adéquate peuvent minimiser les obstacles. Tout est difficile. Si on regarde la big picture, l'image globale, on a l'impression que tout est difficile, tout est insurmontable. Au début de la thèse, on se dit, mais mon Dieu, comment je vais finir ces 4, 5, 6 ans ou 3 ans de thèse? Et comment je vais sortir, je sais pas combien d'articles, comment je vais faire ça? Mais par contre, si quand je séquence, quand je me dis, je vais être bien organisée, je vais consacrer cette demi-journée à m'informer, au lieu de passer toute la journée à faire mes expériences ou à chercher mes informations ou ma data ou à programmer, bah, je prends 2 heures de temps, je me renseigne, je mets un cadre réglementaire ou des attentes du marché et par la suite, quand j'avance, j'avance plus sereinement. Je sais que je suis sur la bonne voie. En fait, les coûts et les délais de la certification, certes, c'est un défi, c'est beaucoup, c'est coûteux, c'est chronophage, mais je me prépare en amont et si j'ai un bon POC, un bon prototype qui est certifiable, là, je peux lever 200, 300, 400, 500 000 euros. Et là, je peux couvrir ces coûts-là parce que j'ai rassuré déjà mon investisseur, parce que il sait que je ne suis pas sortie avec un projet fondamental que du jour au lendemain, j'ai voulu transformer en un produit que je vais vendre, que j'ai pris ça en considération, que j'ai minimisé les risques. Il faut planifier les ressources dédiées, au fait. Il faut allouer le budget. Si mon encadrant, il me dit, tu as 1000 $ pour cette partie de matériaux, bah, j'essaie de me dire, OK, avec 1000 $, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Où il te dit, en fait, tu as accès à cet appareil-là pendant cette demi-journée, on a réservé. En cette demi-journée, est-ce que je peux pas maximiser? En fait, l'organisation est la clé. On peut gagner énormément de temps. On peut vraiment dépasser des obstacles et des défis. Et il faut collaborer avec des partenaires, collaborer au sein de votre propre équipe, avec le maximum de monde et surtout avec des organismes de certification. Souvent, c'est gratuit les avis de ces organismes-là. Donc, osez poser la question, osez demander un accompagnement et là, ça va vous faire gagner du temps. Là, je vous ai mis une étude de cas, mais je pense qu'on va manquer de temps. Bah, rapidement, en fait, on a mis l'exemple de BioNTech. Pendant la Covid-19, vous avez tous entendu parler de BioNTech, du vaccin contre Covid-19 de Pfizer. En fait, eux, ils se sont organisés, ce sont deux chercheurs donc, qui ont fondé BioNTech en 2008. Donc, à la base,
Ça a travaillé sur des traitements personnalisés en immunothérapie pour le cancer et ils ont gagné une notoriété mondiale grâce au vaccin Covid-19. On les connaissait moins avant ça. Donc, eux, ils ont développé des thérapies innovantes basées sur l'ARN messager avec et pour traiter. À la base, ils travaillaient sur l'ARN messager pour traiter les cancers. Ils ont fait un petit pivot pendant la période de Covid et ils utilisent la technologie de l'ARN messager pour répondre rapidement aux pandémies et aux menaces sanitaires. Ils sont dans un mood de recherche et développement et en parallèle une planification de réponse donc à un besoin du marché. Vous avez vu comment ils ont réagi rapidement pour Pfizer pour répondre aux besoins du marché. Et en plus, eux-mêmes, par la suite, ont racheté une boîte, une start-up tunisienne, Instadip, qui a fait donc un succès avec presque 500 millions de pounds ou de dollars, je ne sais plus, c'était énorme. Donc cette somme-là. Donc, vous voyez, c'est un géant pharmaceutique Pfizer qui a collaboré avec BioNTech, qui ont racheté une start-up Instadip parce que c'est complémentaire, parce que ça fait gagner du temps. Donc, en fin de compte, quand on a quelque chose à valoriser, on peut intéresser des partenaires qui peuvent être dans un premier temps notre client, mais peut-être qui vont nous proposer un accord financier. Donc, eux, ils sont dans l'exécution, ils sont dans la gestion de l'équipe, ils sont dans la stratégie de valorisation, ils évaluent au fur et à mesure leurs résultats. Je vais vous laisser, on va partager de toute façon avec vous les diapos, vous allez lire en détail tout ce qu'ils ont fait. Je voulais lisez sur eux, BioNTech, ce qu'ils ont fait, c'est un exemple parmi tant d'autres pour vous montrer que de la recherche fondamentale au sein de labo pour de la recherche et développement peut se transformer en quelque chose de valorisable pour diverses choses pour répondre à un besoin du marché. Là, je vais conclure pour laisser quand même quelques minutes pour les questions. C'est très important de répondre à vos questions. Donc, du projet de recherche à une spin-off, chaque projet de recherche peut avoir un impact au-delà de l'académique, en adoptant une vision entrepreneuriale dès le départ. Après, si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Hein. La recherche pour la recherche, c'est bien aussi. Mais là, on est ici pour vous parler aussi de ce potentiel énorme de valorisation des travaux de recherche. Donc, vous pouvez orienter votre travail vers des applications concrètes qui répondent aux besoins du marché en créant une réelle valeur. Vous êtes maintenant les ambassadeurs, après cette semaine de formation intensive, pour diffuser ces informations-là au sein de vos équipes, avec vos collègues, avec votre encadrant, pour vraiment pousser tout le monde à prendre cette initiative, à réfléchir à valorisation dès le départ. Il faut planifier en double perspective. On ne lâche pas sa thèse. On continue à faire les objectifs de sa thèse pour finir donc sa soutenance, mais en parallèle, il faut intégrer des jalons entrepreneuriaux pour avancer sur les objectifs académiques en parallèle. Il faut adapter la méthodologie. Il faut opter pour des approches applicables avec des tests et des validations en conditions réelles. Il faut créer une équipe complémentaire. Il faut valoriser les compétences mixtes et une culture collaborative pour innover ensemble. Il faut communiquer efficacement, il faut savoir se présenter et présenter. C'est très important, vous allez avoir cette formation juste après, et vulgariser les résultats pour attirer les soutiens externes et susciter l'intérêt. Sinon, vous perdez l'intérêt, vous perdez la concentration de la personne qui vous écoute. Quick win, dernière diapo, très important. Planifiez chaque étape avec soin, évitez l'improvisation dans votre parcours de chercheur-entrepreneur. Plus on planifie, plus ça rassure, on sait où est-ce qu'on va, on gagne du temps, on a des objectifs clairs, on identifie les risques, on établit des plans d'urgence, plan A, B, C, et on suit et on ajuste. Assurez-vous de maintenir une traçabilité rigoureuse des protocoles de manipulation et des matériels utilisés. Donc, chaque étape, chaque façon d'avoir recueilli des informations ou d'avoir fait telle ou telle expérience, c'est important de noter d'une façon très rigoureuse. La traçabilité, elle est très importante. Utilisez uniquement les emails et les outils de communication professionnels. C'est important en fait de vous mettre déjà dans ce cadre-là. Ça fait partie aussi du cadre réglementaire. Gardez un œil attentif sur le marché. Surveillez vos concurrents directs et indirects. Ne travaillez pas isolé. Ouvrez-vous au monde. Ne vous dites pas que vous êtes les seuls à faire ça. Il y a énormément de personnes qui font exactement la même chose. Donc, il faut toujours être informé. Soyez curieux. Participez à des foires, à des salons professionnels, à des formations comme ces doctorales, à des compétitions. Développez vos compétences, en fait. Ouvrez-vous au monde et valorisez tout ce que vous êtes en train de faire. Merci pour votre attention. Je vais prendre rapidement quelques questions avant qu'on passe donc à la session suivante.
Alors, par où je vais commencer? Oui, le support de présentation, tous les supports de présentation, ils vont être réunis dans ce qu'on appelle le guide des doctorales. Donc, vous allez juste nous laisser quelques jours pour préparer ce guide qui va être interactif et vous aurez tout à portée de main. Alors, je lis le commentaire de Ahlem. C'est vrai, on vient de découvrir ce côté pour les aspects réglementaires, par exemple, pour mon cas, je viens de savoir qu'en Algérie, il n'y a pas du tout une production de matières premières pour l'industrie pharmaceutique et pour les principes actifs sont importés en France. Euh, Informez-vous plus. Je sais que, par exemple, il y a une boîte pharmaceutique tunisienne qui a ouvert une usine avec une boîte algérienne. Donc, regardez en détail. Il y a des fois, il faut chercher des informations avec des termes bien précis. Donc, ou poser les questions. Et comment on exporte ça? Comment on fait ça? C'est quoi la réglementation pour produire ce genre de choses? Et se poser la question quand ça n'existe pas, pourquoi? Pourquoi il n'y a personne avant moi qui a fait ça? Généralement, ne pas avoir de concurrence, c'est un mauvais signe. Alors, je vois beaucoup de merci. Je veux bien vos questions. Donc, vous n'avez pas de questions? Tout était clair? Je vous laisse encore quelques secondes. Est-ce que ça vous paraît compliqué de gérer à la fois votre thèse et de se préparer à l'entrepreneuriat? En fait, cherchez le soutien de votre équipe de recherche, de votre encadrant. On a vu ça dans certains cas, et on a vu vraiment que, alors la boîte tunisienne, elle s'appelle Pharmagreb et elle s'est associée avec une boîte algérienne. Ils ont monté une usine locale. Pour le modèle économique bien présentable, comment sera bien implémenté? Sabeh, j'ai pas bien compris votre question, s'il vous plaît. Pour le modèle économique, qu'est-ce que vous voulez dire par ça? J'attends que vous me réécrivez, Sabeh. Entre-temps, je vais lire la question de Sarah. Sarah, on va mentionner dans la présentation l'équipe. Non, pour la présentation de demain, pour le jury, vous allez mentionner l'équipe qu'on va vous donner la liste, donc vous et les autres doctorants qui seront dans votre projet, si votre projet est sélectionné. Comment commencer le brevet? Je trouve le point de départ difficile. Non, c'est pas difficile en fait. Euh, Par exemple, on peut breveter une molécule qu'on a réussi à identifier. On peut breveter un procédé. Ça veut dire que si on a bien tout noté, en fait, on prend son protocole et là, on demande à des collègues qui ont peut-être écrit des articles, pardon, des brevets. Il y a souvent des bureaux de transfert technologique ou des bureaux qui peuvent aider au sein de l'université, où il y a des entités, par exemple en Tunisie, il y a l'INORPI pour le brevetage. Il y a des experts aussi de brevetage. Il y a peut-être d'autres chercheurs ou doctorants qui ont sorti un brevet. On peut leur demander conseil comment ils ont démarré. Il y a même des formations en ligne gratuites, même sur YouTube, etc. Comment démarrer l'écriture d'un brevet en rajoutant bien sûr les mots-clés. Donc, rien n'est difficile si on y met du sien. Tout le début pour tout, et quand c'est flou, quand c'est pas planifié, on a peur, on ne sait pas par où commencer, on est dans la panique. Et c'est là où ça fait la différence entre quelqu'un qui arrive et quelqu'un qui laisse tomber. Donc, même si c'est compliqué, ça vous paraît insurmontable, ce que vous faites déjà est insurmontable pour la plupart des gens. Donc, dites-vous, OK, donc j'ai un protocole, j'ai réussi à isoler quelque chose ou à identifier quelque chose, une méthodologie de travail ou une particule. Comment je peux valoriser ça? Je regarde, il y a aussi des banques de données de brevets. Comment ils ont les autres écrit leurs brevets dans ce domaine? Donc, vous voyez, et je commence. Et après, une fois que j'ai fini, je prends l'avis de mon encadrant, d'une autre personne. Et après, c'est un process de soumission. Je vois s'il n'y a pas d'aide pour soumettre parce qu'il faut payer. Mais généralement, il y a de l'aide de l'État ou de l'université, surtout si le brevet, il est au nom de l'université. Le brevet, généralement, il est au nom de l'université avec le nom du doctorant, le nom de l'encadrant, le nom d'autres personnes qui ont participé. Et par la suite, quand la licence d'exploitation, elle est vendue ou le brevet, il est valorisé, il y a même des royalties, de l'argent qui revient aux personnes. Donc, vous voyez, c'est important.
Alors, Saber dit pour le présenter aux investisseurs qui sera adéquat, comment on peut faire. Donc, un modèle économique, c'est du cas par cas. Donc, il y a du modèle one shot. Je te vends ce kilo de ça à X dinars, X dirhams, X dollars, où il y a les abonnements mensuels. Donc, j'ai un modèle économique. Après, il y a ce qu'on appelle un business plan aussi. C'est une projection financière, ce que vous a expliqué Hicham hier dans la formation, où on prend énormément de choses en considération. Et là, on se fait aider par un expert dans ce domaine. Mais je suis devant l'investisseur. Je lui fais comme le pitch deck, là, ce que vous avez fait, en précisant combien je vais faire rentrer d'argent, mes besoins financiers, et avec des tableaux de projection. En 2024, je ne vais pas faire rentrer de l'argent, mais je vais dépenser 200 000 dollars parce que je vais arriver à cette étape-là et j'aurai besoin de ça, 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 ça. Mais à partir de 2026, je vais vendre. Et là, la première année, je vais faire rentrer ça, ça et ça. Vous voyez, ça se résume pas en quelques mots, préparer un business plan, mais un modèle économique, c'est comment je vais faire rentrer de l'argent. C'est le modèle. Est-ce que c'est une vente directe? Est-ce que c'est un pourcentage sur quelque chose? Est-ce que c'est une marque blanche? Est-ce que c'est directement vers le client? À combien? Est-ce que c'est récurrent? Donc ça, c'est autre chose, le modèle économique et le business plan. Alors, je prends encore une question et je vais laisser passer la parole à Madame Sahar pour sa formation. Donc, Youssef, comment présenter les résultats inattendus aux parties prenantes de manière transparente et constructive pour éviter la perte de confiance? En fait, c'est là l'art, c'est tout là l'art de présenter. Présenter le plus important, attirer l'attention et ne pas divulguer des choses confidentielles. Trouver le juste équilibre. J'ai vu énormément de présentations devant des investisseurs qui n'ont pas signé de NDA, donc de contrat de confidentialité, et il fallait quand même leur présenter. Et là, la molécule, elle s'appelait molécule Delta, et qui était un antioxydant, par exemple, et qui faisait ça, 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 ça. Ils montraient ses résultats, mais sans donner les choses qu'ils peuvent divulguer. Mais en vulgarisant, en disant, regardez, ça, c'est la personne, elle était obèse, cette souris sera été obèse. Après administration de cette molécule-là, il y a eu 30% du poids de cet animal qui a été perdu et il est en forme, il a ça, ça, ça. Donc, vous voyez, et là, tu as les investisseurs qui disent, ah ouais, donc moi, nous, avec toutes les personnes en surpoids dans le monde, si ce produit sort sur le marché, on va être riche. Ils voient, les investisseurs, ils voient ça en termes d'argent. Donc, c'est à vous de simplifier, mais de montrer que c'est solide et c'est concret et que ça va marcher et qu'ils ont intérêt à vous suivre dans votre aventure parce qu'ils vont gagner énormément d'argent avec vous. Merci à tous. Je suis désolée, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions. On va les noter et on va essayer vraiment après les séances one-to-one aussi, durant les projets, je pourrai répondre aux questions. Merci à tous. Donc là, je cède la parole à Madame Sahar Mechilis. Sahar. Bonjour Madame Sahar, vous êtes sur scène, donc vous pouvez activer votre micro et votre caméra. On va arrêter le live pour la formation de EFE et on prépare pour la formation suivante. Bonjour. Bonne formation. Merci, Bonjour. merci à toi, Wafé, merci. Donc, Madame Sahar, si vous pouvez partager votre présentation, vous cliquez sur le bouton partager. D'accord. Puis vous pouvez choisir la fenêtre adéquate. D'accord, juste une seconde.